En fait, ça, dans les deux cas, c'est un discours anti-système. Et celui qui essaye d'arriver troisième, voire second, enfin deuxième, second, il faut qu'il n'y en ait que deux, il a un discours anti-système. Alors, à un moment donné, moi, dans mes travaux, j'étais arrivé à la conclusion que François Bayrou, en essayant d'être un non-aligné, ni gauche, ni droite, et de proposer une offre centrale, il était en train de créer l'extrême centre comme il y avait l'extrême gauche et l'extrême droite. Bon, finalement, il est revenu dans le jeu de centre-droit in fine, mais il était dans un discours anti-système et d'ailleurs de dénonciation de toutes les élites, en particulier les médias. Par rapport au type de discours qui est développé, ce que je trouve intéressant dans ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que c'est l'idée de prendre une position qui est différente par rapport à son camp, etc. Et là, en fait, on revient au marketing. Ça s'appelle le marketing de différenciation du produit. C'est-à-dire, comment je peux faire pour singulariser mon offre. Alors, il y en a qui appellent ça aussi triangulation, effectivement. Mais comment je peux faire pour singulariser mon offre par rapport à mon propre camp, c'est-à-dire mes concurrents à l'intérieur de mon segment de marché. Et en même temps, grâce à mes enquêtes quali, donc mes sondages si vous préférez, je sais qu'il se trouve que les consommateurs de ma cible privilégiée sont d'accord avec moi. Manuel Valls fait systématiquement ça, mais avant lui, Ségolène Royal, avant elle, etc. Il y en a eu beaucoup. Nicolas Sarkozy l'a fait, etc. Mais alors, on parlait de la sincérité tout à l'heure. Par définition, si vous êtes dans le marketing de différenciation systématique, en fait, soit vous n'êtes pas sincère, c'est purement logique ce que je dis. Soit vous n'êtes pas sincère du tout, soit vous n'êtes pas à votre place dans ce parti. Bah oui. Il n'y a que ces deux conclusions possibles. Non, pas forcément. Il y a des courants dans un parti. On peut être dans le même parti et avoir des visions un peu différentes. Quand vous êtes systématiquement jamais dans la ligne du parti, vous voyez, vous pouvez être plus ou moins... Mais quand vous êtes systématiquement jamais dans la ligne du parti... le marketing de différenciation, Sarkozy, etc. Non, c'était pas systématique. Manuel Valls, ça lui Non, Nicolas Sarkozy, il était dans la différenciation du produit systématique. Manuel Valls n'a pas de courant au PS, par exemple. Il s'impose uniquement par courant. Manuel Valls a dit qu'il fallait multiplier le Parti socialiste. Oui, je regardais ça, là, en fait... Ça Marine Le Pen et François Bayrou. Oui, Bayrou, Le Pen, enfin, ça s'appelle des éléments de langage, en fait. Et moi, c'est un truc que je trouve extrêmement mystérieux, c'est-à-dire que le débat qu'on est en train d'avoir ce soir, là, en fait, il y a des travaux pratiques tous les soirs à la télé. Ça s'appelle le petit journal. C'est-à-dire que tous les soirs à la télé, il y a une émission qui démonte systématiquement tous les éléments de langage des hommes politiques, c'est-à-dire qui fait des montages, et qui démontre comment tous les ministres vont venir à la radio le même matin dire exactement la même chose avec les mêmes mots, ou parfois il y a des couacs, parfois ça ne marche pas. Enfin, tout ça est démonté en permanence. Et donc, ce qui veut dire que votre travail, en fait, vos recettes secrètes, votre potion magique, etc., vos petits conseils, sont exposés en place publique tous les soirs. Et voilà, moi, je suis juste fasciné par le fait que ça continue à marcher quand même. Enfin, si ça marche. Je ne suis pas sûr que ça marche, d'ailleurs. Je pense que ça... Mais si ça marche plus, pourquoi ça continue ? C'est-à-dire, puisqu'ils savent que de toute façon, leur truc ne marche plus. Non, ils ne se rendent pas compte. Eux ne s'en sont toujours pas rendus compte. Mais c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas le petit journal. Ah non, déjà... Mais si, ils le regardent. Non, mais c'est pas la question. Alors attendez, parce que tout ça, en fait, tout ça, la communication politique ne date pas ni des... Ça, c'est pas une bulle. Ils sont en permanence confrontés aux journalistes du petit journal qui leur foutent des micros sous le nez. Réunion, plateau télé, la communication... Est-ce que quelqu'un a une explication? La communication politique existe avant les communicants, existait avant les publicitaires. On va accueillir, tenez, décalez-vous un peu, on va accueillir David Chantrane. Il est historien, rédacteur en chef de la revue du Souvenir napoléonien et du magazine Napoléon Ier. Donc c'est vraiment... vous êtes l'auteur d'une vingtaine de livres, dont Le Sacre de Napoléon et Napoléon par les peintres avec Dimitri Casali. Alors Napoléon est le premier à avoir fait de la communication un élément de sa politique. Autant Louis XVI n'avait pas vu la naissance de l'opinion publique, autant Napoléon Ier lui a compris tout de suite. Et immédiatement, il va à peu près tout ce que font les hommes politiques aujourd'hui, il l'avait inventé déjà à l'époque. Oui, je suis désolé, on va parler effectivement de la genèse, vraiment les origines de tout ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Napoléon n'a pas forcément tout compris, mais c'était surtout que Louis XVI, lui, était un roi de droit divin. Il n'avait pas besoin de légitimer son pouvoir. Il était roi, il était né roi. Après la mort du roi, il devenait roi. Donc de cette manière, il n'y avait pas de problème. Il n'avait pas de possibilité d'expliquer au peuple de quelle manière il allait conduire sa politique. La politique, elle était lui-même. Avec Napoléon, il faut bien légitimer son pouvoir. Prendre le coup d'État de Brumaire comme explication n'est pas uniquement nécessaire. Et donc ce passage du Grand Saint-Bernard, que l'on voit ici par David, ce tableau, il explique justement que Napoléon, un peu comme l'a fait François Mitterrand, ou d'autres notamment,
par la suite, eh bien, c'était de s'inscrire dans les pas des anciens, des ancêtres. Hannibal, c'est indiqué d'ailleurs au bas de la peinture, Hannibal et Charlemagne, Carolus Magnus, c'est de montrer qu'on est dans les pas des anciens et qu'on fait faire de la politique de la même manière que les anciens. Et alors évidemment, il embellit ce qui s'est passé, puisqu'en réalité, le passage du col du Grand Saint-Bernard, il ne l'a pas du tout fait sur un beau destrier. Non, au mois de mai 1800, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, il l'a fait sur un mulet, comme on l'a révélé, mais longtemps après sa mort. Longtemps après sa mort. En 1848. C'est l'autre facette. C'est l'autre facette. C'est ce que racontait justement Serge Moati tout à l'heure. C'est l'autre facette. Cette autre facette, c'est le petit caporal qui est proche du peuple, qui est prêt à prendre des risques, même à dos de mulet finalement. Ce n'est plus la gloire, comme l'a montré David, parce que là, il faut légitimer le pouvoir, montrer qu'on est installé durablement. Mais là, c'est l'homme qui est dans la légende, finalement. Parce que là, le tableau, il date de 1848, bien longtemps après la mort de Napoléon. Ah oui, c'est une autre facette. Ouais. Un Napoléon qui est là, cette fois-ci, directement incarné dans le peuple. Vous vouliez attirer notre attention également sur le voici, Napoléon, visitant une manufacture à Rouen. Oui. Hein, alors pourquoi est-ce que ça, pour vous, c'est important, ça? C'est la première fois qu'un chef de l'État, en France, et puis même à mon avis dans le monde, la première fois qu'un chef de l'État fait un voyage officiel avec Joséphine qui est à ses côtés. Il est encore premier consul, il n'est pas encore empereur, mais il fait un voyage officiel où il va visiter les industries, parce que c'est la pré-industrialisation en France, on n'en est pas encore à ce qu'on connaît aujourd'hui, et il va donc visiter la manière dont la France va se relever, ça rappelle les choses, se relever économiquement, socialement. Vous voulez dire qu'avant les rois, jamais ne visitaient leur propre pays? Pas de cette manière, c'est-à-dire qu'il y avait des visites qui étaient faites, mais jamais dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de voyage officiel, et surtout on allait dans les endroits que pour montrer lorsqu'on avait conquis un pays, ou surtout, quand on indiquait qu'on avait montré la puissance royale. Là, ici, il n'y a pas de cette idée-là, c'est que l'État s'incarne par le chef de l'État. C'est autre chose. Alors, vous vouliez qu'on voit aussi, alors Napoléon III, là on va sortir de Napoléon Ier, et Napoléon III, c'est au moment des inondations de Lyon. En 1856. Et il vient distribuer les secours. Il vient distribuer les secours, c'est montrer que c'est l'État-providence, enfin, qui est incarné par le chef de l'État. Donc c'est une étape supplémentaire cette fois-ci. À toute possibilité, eh bien, ce malheur qui est en train de frapper la France, toute possibilité, elle est incarnée par le chef de l'État, et en l'occurrence par l'empereur Napoléon III, qui est empereur depuis 4 ans. Encore aujourd'hui, hein, vous nous rappeliez, donc j'ai choisi cette photo. Voilà, on en a parlé. Là, c'est au moment des inondations à Lourdes en 2013. Exactement, c'est exactement dans le même principe. Il est personne. Enfin, il est exactement dans la même posture, dans la même posture, la même mare d'eau que Napoléon III. Non, elle n'est pas du tout la même. Mais on prend la main du chef de l'État, oui, effectivement. Mais il faut bien imaginer qu'il n'y a pas la photographie au temps de Napoléon Ier, Napoléon III. Ce sont les peintres. On pouvait embellir à l'époque. On peut embellir et surtout on peut avoir un discours. Parce qu'on parlait tout à l'heure de politique. La politique, c'est quoi? C'est le discours et l'action. C'est le discours et l'action. Et là, l'action se passe de discours parce que la photographie prend le relais. Alors revenons au moment de l'investiture. Alors on se souvient tous du sacre de Napoléon par David, on va le voir après. Mais d'abord, vous dites qu'il faut remonter à celui de Marie de Médicis, couronnée par... au moment où elle est couronnée, elle est la femme d'Henri IV. Et alors elle est la femme d'Henri IV. Alors le tableau, justement, on parlait un peu de communication, le tableau est fait après la mort d'Henri IV parce que le couronnement de Marie de Médicis se fait la veille de la mort d'Henri IV par Ravaillac. Vous connaissez la fameuse histoire. Eh bien, Ravaillac n'est pas là, mais Henri IV, lui, il veille déjà dans la tribune. Il veille dans la tribune comme étant l'œil qui va légitimer le pouvoir de la reine. Qu'est-ce qui se passe avec Napoléon? Regardons l'image suivante. Napoléon va nous montrer que dans le sacre, l'important, ce n'est pas forcément que lui est en train de couronner Joséphine, qui est l'incarnation, l'égérie de la France, finalement. C'est ça qu'il est en train de montrer. C'est qu'elle est la fécondité qui est incarnée. Malheureusement, il n'aura pas d'enfant avec elle. Mais ce qui est important, c'est la femme qui est dans la tribune, là où était auparavant Henri IV. Cette femme, c'est Madame Mère. C'est la mère d'Napoléon. Qui n'était pas là en réalité. Qui n'était pas là en réalité. Pourquoi? La mère corse. Cette mère corse qui incarne le clan, ce clan qui va légitimer la puissance. Napoléon l'avait dit lui-même, ma dynastie ne date pas d'un ancêtre. Je suis né le 18 Brumaire. C'est pour ça qu'il y a toute sa famille là. C'est pour ça qu'il y a toute sa famille qui montre que la famille est autour de lui pour son intronisation. Et cette intronisation, c'est encore le terme qu'on utilise encore aujourd'hui lorsque le chef de l'État est reçu à l'Élysée. Ce qu'on retrouvera avec Nicolas Sarkozy. Avec cette famille qui l'entoure et avec ce collier de la Légion d'honneur qui montre le pouvoir à la fois politique, civil et militaire. Les deux sont incarnés dans le chef de l'État
avec sa famille qui l'entoure, une famille qui montre que l'État est uni. Il était fort, ce Napoléon. Hein. Là, on le voit. La distribution des aigles. La distribution des aigles. Alors là, c'est la cérémonie populaire. Hein. C'est la cérémonie populaire. C'est encore un autre discours cette fois-ci. Une autre communication, si on peut appeler ça de la communication. Là, cette fois-ci, il va distribuer les drapeaux avant qu'on parte. Je rappelle un petit peu de cours d'histoire là. Avant qu'on parte pour Austerlitz. Avant la bataille d'Austerlitz qui va se dérouler quasiment jour pour jour, parce que là, on est le 5 décembre 1804. Quasiment un an jour pour jour, c'est après, donc, le 2 décembre 1805, à Austerlitz. Eh bien, ces drapeaux qui sont distribués autour de ces militaires, il y a bien entendu derrière le peuple qui est présent. Cette cérémonie populaire, il faut bien montrer qu'il va y avoir ensuite un défilé. Et ce défilé, il va s'incarner et il va se perpétuer ensuite de manière pérenne avec l'ensemble des chefs de l'État par la suite. Alors, par exemple, vous le disiez, le général de Gaulle... Le général de Gaulle qui descend les Champs-Élysées. À la libération de Paris. À la libération de Paris, avec les militaires qui sont autour de lui. Et surtout les civils qui incarnent cette France nouvelle dont on parle tant, cette France nouvelle qui s'incarne avec l'Arc de Triomphe qui est derrière, le soldat inconnu, bien entendu, et puis surtout cette avenue des Champs-Élysées qui mène vers la Concorde nationale. Et alors, on en arrive au jour préféré de Serge Moati. Hein, ils sont rue Soufflot. Ils sont rue Soufflot et ils vont au Panthéon. Ils vont au Panthéon, donc c'est l'incarnation différente cette fois-ci. Finalement, le reflet dans le miroir. À la différence de l'Arc de Triomphe, on va vers le Panthéon, aux gloires nationales, à toutes les gloires nationales. Il n'y a plus aucun militaire là. Il n'y a plus aucun militaire, bien évidemment, parce que c'est le peuple qui conduit vers la victoire. Mais il y a le rappel de la libération quand même. C'est une libération politique. Une libération politique, une assomption laïque. Tout ça a été voulu. Oui, bien sûr. Et surtout, il n'y avait pas de militaires, c'était très inquiétant, parce que les gens de fer, futurs ministres intérieurs, pensaient qu'il pouvait y avoir des snipers sur les toits. C'était tout à fait impressionnant. Alors, c'était le cas en 1944. Hein, oui, tout ce qu'il y avait. On en arrive au portrait officiel, celui de Napoléon, très célèbre, toujours David. Le portrait officiel, alors là, c'est vraiment le départ de la photographie. Hein. C'est encore des peintres, mais c'est le départ de la photographie. Il faut montrer que le chef de l'État, que l'empereur, en l'occurrence ici, on est en 1812 aux Tuileries, le chef de l'État travaille. Il travaille pour le bien public, le bien national, et il va le faire avec tous les attributs de ce travail qui est en train de se faire. Alors on le voit par exemple avec cette pendule qui indique que nous sommes à 4h15 du matin, puisque en bas, vous avez une petite bougie qui est en train de s'éteindre sur le bas du bureau. C'est la légende qu'il ne dormait jamais. Il ne dormait jamais, il travaillait tout le temps. Et puis surtout, c'est pas tout à fait une légende, il travaillait entre 18h et 20h par jour. Et puis sur le côté, eh bien, les deux attributs du pouvoir importants, c'est le glaive, évidemment, et le code civil. D'après vous, il ressemblait vraiment à ça? C'est comme un Polaroid, là? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Ce que montre David, c'est pas finalement le caractère du visage, parce que finalement, il est marmoréen, on pourrait prendre ça comme Auguste ou un autre. Oui. C'est pour montrer que c'est l'incarnation du néoclassicisme. Non, ce qui est intéressant, c'est l'habit, la posture, la main dans le gilet, et surtout le travail qui est en train de se faire avec la main posée derrière, près du bureau. Alors, ce qu'imiteront tous nos présidents de la République de la 5e, exactement, tous. Voilà. Le général de Gaulle. Le général de Gaulle, dans la bibliothèque, avec toujours ce collier de la Légion d'honneur, en habit en frac, évidemment, la Légion d'honneur également en ruban, et puis derrière, bien entendu, la bibliothèque qui indique forcément qu'on travaille pour le bien des autres. Et ce que va faire François Mitterrand, par la suite, il va ouvrir le livre. Alors attendez, parce qu'il y a d'abord Georges Pompidou, il limite. Georges Pompidou qui ne limite pas tout à fait. Ah. Il y a un changement, c'est la main qui est posée. Et la main qui est posée, elle est en action. Alors que vous avez vu le portrait qui était proposé de Charles de Gaulle, c'est une posture coupée. Pas mal. Et suivant, alors on oublie Valéry Giscard d'Estaing parce sur le drapeau, lui, c'était complètement différent. Oui. En revanche, François Mitterrand arrive ensuite. Alors là, la bibliothèque est toujours là, mais le livre est ouvert. Et il n'y a plus le cordon. Il n'y a plus le cordon. Là, on est habillé finalement de ville, en tenue de ville, et surtout le livre est ouvert puisque l'histoire est en train de s'écrire. C'est ça qui est indiqué. Ensuite, Jacques Chirac. Jacques Chirac, qui sort de l'Élysée, avec toujours l'Élysée qui incarne forcément donc le lieu du pouvoir avec toujours le drapeau, qui était un petit peu rajouté, semble-t-il, ou recolorié, ou repassé à une couleur importante. Et puis François Mitterrand, on l'avait fait avec la bibliothèque. Et bien Nicolas Sarkozy va y revenir dans cette bibliothèque avec exactement, quasiment trait pour trait, ce que Napoléon a fait en 1812. C'est un retour quasiment idéal. Idéal, la seule différence, c'est que les mains sont figées et que la seule attribution finalement de l'État, c'est le double drapeau de la France et de l'Europe.
Et évidemment François Hollande. Et François Hollande qui ressort donc bien sûr vers le parc avec, on n'a pas pu faire monter les couleurs, donc on va les mettre sur le côté, les deux drapeaux. Les draps qui sèchent. Oui, c'est à peu près les draps qui sèchent. C'est pas tout à fait les draps qui sèchent, c'est plus intéressant. Non, c'est le retour des étendards. C'est un peu différent. J'ai plus pensé à un drap. Voilà. En fait, il avait tout inventé, Napoléon ou... Il n'avait pas forcément tout inventé, mais il a fait la synthèse. Il avait toujours dit « Je ne suis ni talon rouge, donc comme les nobles, ni bonnet rouge, comme les Phrygiens, donc bien entendu comme les Jacobins. Je suis national. » Et cette synthèse nationale, il faudra attendre 50 ans avec la Troisième République, même si elle voudra s'en dégager, pour qu'elle fasse cette concorde nationale. Avec donc Jules Ferry. Il était très fort, c'est dans la tenue quand même. La main ici, le chapeau que personne n'a. C'est un communicant parce qu'il a la silhouette. Et la silhouette, c'est essentiel en communication. La silhouette, elle est reconnaissable entre toutes. C'est la main dans le gilet, et puis sur le champ de bataille, alors que les autres maréchaux sont avec des panaches blancs et avec beaucoup de dorures, Napoléon va faire l'inverse. Il va prendre la redingote grise, cette main dans le gilet, et surtout ce bicorne noir qui se reconnaît entre tous et qui donne justement l'indication à tous les soldats, à tous les grognards. Bravo. Il avait tout fait. Bravo, vraiment. Sarkozy a copié Bonaparte en enlevant le chapeau sur la fin de son quinquennat. Si vous regardez bien, il était systématiquement en long manteau noir. Dans une figure très austère finalement. Il y a la silhouette de Mitterrand qui a été fabriquée aussi. Cela étant, par rapport à d'autres personnalités politiques plus récentes, Napoléon Bonaparte, lui, met en scène un contenu extrêmement riche pour le coup en termes politiques. Donc on n'est pas du tout dans la situation où on a besoin d'un pipotron massif pour pouvoir maquiller le vide. Là on est dans le problème inverse, c'est qu'il faut réussir à faire passer dans une symbolique suffisamment accessible un message politique extraordinairement dense. Je veux dire, Napoléon Bonaparte, je suis moi aussi un grand fan, je vous le cache pas. Il y a quand même, c'est du lourd quoi. Non, mystère de l'incarnation, on y revient toujours. Hein. Mystère, il y en a qui sont ça, président par exemple, depuis qu'ils sont nés. Quasiment. Mitterrand, c'était le genre. On l'appelait toujours président. De quoi, je ne sais pas. Président du Conseil général de la Nièvre, président de l'amicale de Château-Chinon, des boulistes. Et on le vous voyait tout le temps. À part Georges Dayan, personne ne le tutoyait. Et il y a un type, vous connaissez l'histoire, j'imagine, il y a un type dans un meeting, enfin, qu'il rencontre, il vient d'être nommé premier secrétaire, enfin, alors qu'il n'était pas socialiste. En un week-end, il devient socialiste. Formidable, il devient premier secrétaire. Et il y a un type qui dit, maintenant, je peux te tutoyer, camarade. L'autre répond, comme vous voulez, monsieur. C'est ça, hein. Mais il était absolument, définitivement président, jusqu'à la fin, jusqu'à sa grande maladie, jusqu'au dernier vœu des Français, aux Français, le 31 décembre 1995, quand il dit « Je ne vous quitterai pas, je serai toujours avec vous ». Ça sera un autre qui vous présentera les vœux l'année prochaine, mais moi je serai là car je crois aux forces de l'esprit. Vous vous souvenez de ça? Ouais, c'est incroyable, la façon d'incarner. C'est-à-dire, même au-delà de la mort, j'incarne. C'est rare. De Gaulle, peut-être. Enfin, bon, je ne sais pas. Enfin, non, on est d'accord. Non, mais je dis ça parce que je le pense. Mais vraiment, c'est tellement rare. C'est tellement extraordinaire de se vivre et d'incarner et d'habiter, de s'habiter soi-même tellement qu'il est ça, qu'il peut le dire sans que personne ne rie ou ne ricane en disant mais il est cinglé le type. Enfin, personne ne le disait, tout le monde le croyait. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire, je reviens à mon histoire de centre de gravité, de ce truc où on ne peut pas mentir, où on est. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est, je crois, enfin, le problème de la communication que je ne connais pas, parce que je ne suis pas communicant. Je pense à tous ceux qui n'aimaient pas Mitterrand, ils étaient nombreux. Mais peu importe. Qu'est-ce qu'il a menti, doivent-ils se dire en ce moment en regardant la télévision? Qui disent ça, peut-être, mais je ne pense pas qu'ils disent ça. Ils reconnaissent quand même, dans ce que je dis peut-être, une part de sincérité aussi, j'y reviens. C'est-à-dire que je pense qu'ils ne disent pas, ça n'a pas été un type qui a incarné. Vraiment, je ne pense pas. Je pense pas. Ou alors, ils sont de très, très mauvaise foi, épuisés par un programme trop long, épuisés par, je ne sais pas, enfin, allez savoir, une nostalgie particulière, une mélancolie persistante, enfin, je ne sais pas. Merci tous les 9 d'avoir participé à cette émission. On se quitte avec Dick Annegarn. Il a enregistré son premier album il y a 40 ans, en 1974. Le nouveau vient de sortir cette semaine. Il s'intitule Vélo va. Il va nous en chanter un extrait. La chanson s'intitule Pire. Dick, c'est à vous. Il y aurait tant de choses à dire. Il y aurait tant de choses à faire que je ne sais plus quoi te dire. Que je ne sais plus
quoi te faire. Le délit dans le délire, c'est d'attenter à sa vie, c'est de quitter le navire en pleine intempérie. Je m'attends au pire, peu ou pour nos sources lire, maudite lire, les cordes s'étirent, je ce jour, bonne table nous accueille à satiété. Soirée leste, soirée fruste de volupté. Mon désir dévie vers toi seul me va. Je m'arrange de ton linceul, de ton barda. Je m'attends au pire, peu ou pour nos sources nous lire, maudite lire, les cordes s'étirent, je ce jour qui aurait pu me le prédire, cette lente catastrophe ne devrait jamais dire sans faire de strophe. Quand s'étiole le poème, quand on en arrive aux mains, qu'on s'y donne, s'y abandonne, jusqu'à demain, mañana, mañana. Puis je m'attends au pire.